J'avais très hâte de tourner cette vidéo parce que je savais pertinemment avant de la commencer que j'allais aborder un sujet qui fait peur à bon nombre de lecteurs puisque vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui sera un point lecture spécial grosse pavasse. Je sais que beaucoup d'entre vous ont très certainement profité de ce confinement pour justement se lancer dans la lecture de ces grosses briques qui en temps normal nous font plutôt peur. Pour ma part, dans les 4 romans que je vais vous présenter aujourd'hui, il n'y en a finalement qu'un seul que j'ai lu durant le confinement. Les autres ont été lus avant, alors soyez un petit peu indulgents, j'espère que ma mémoire ne me fera pas défaut pour, comme d'habitude, vous livrer au mieux des avis qui, je l'espère, seront intéressants et plutôt bien étayés. Bref, trêve de blabla et passons tout de suite à mes avis sur ces 4 bonnes grosses bricasses que je dois reconnaître, je ne suis pas peu fière d'avoir enfin lu. Et je vais tout d'abord commencer tout de suite par le plus lourd, comme ça ce sera fait. Il s'agit du premier tome de la saga Lady Helen, le club des mauvais jours, écrit par Alison Goodman et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Mais alors, de quoi qui cause ce bon gros pavé, me direz-vous? Eh bien, ça va être finalement assez difficile, je trouve, de vous faire un résumé non spoilant, c'est-à-dire contrairement à la 4e qui, je trouve, en dit beaucoup trop, parce que c'est un roman qui met tout de même pas mal de temps à s'installer. Disons juste que l'on va suivre Lady Helen, qui est une jeune femme issue de la bourgeoisie anglaise, qui vit donc à Londres avec sa tante, son oncle ainsi que son frère. Elle n'a donc plus ses parents. Et je dirais simplement qu'elle va finalement finir par découvrir un monde auquel elle ne s'attendait pas dans sa propre réalité. Comme vous l'aurez compris avec le titre, il va y être question d'un certain club et je vous laisse découvrir la suite. Bon, disons que je vais avoir beaucoup de mal à avoir un avis tranché sur ce roman parce que j'y ai trouvé à l'intérieur des choses qui m'ont beaucoup plu et d'autres qui m'ont clairement donné envie d'abandonner ma lecture. Voilà. Bon, alors si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que la littérature fantastique, c'est pas vraiment le type de littérature que je lis le plus. Et pour moi, le plus gros point noir avec ce roman-ci, ça a été sa lenteur. Parce que c'est vraiment un premier tome que j'ai trouvé extrêmement introductif et par conséquent, disons que l'histoire met quand même pas mal de temps à démarrer. Alors oui, vous me direz, l'avantage, c'est que du coup, ça permet vraiment d'instaurer comme il se doit l'univers, l'ambiance, le contexte historique, mais c'était tellement lent. Sincèrement, j'ai cru que l'histoire n'allait jamais démarrer et du coup, j'ai bien failli abandonner ce roman. Et alors, à contrario, j'ai complètement dévoré les 100 dernières pages qui m'ont clairement donné envie de lire le tome suivant. Paradoxe quand tu nous tiens. Concernant l'ambiance, on est complètement plongé dans ce Londres du début du 19e durant la Régence. Là-dessus, il n'y a rien à redire. J'ai trouvé que ce roman était un mélange de Jane Austen et de Downton Abbey, deux univers que personnellement j'aime beaucoup, avec en plus une petite touche de fantastique qui s'immisce petit à petit dans l'histoire. Alors on sent très vite que l'auteur a dû faire de nombreuses recherches pour restituer finalement au mieux l'ambiance de l'époque, les us et coutumes aussi de cette période, la culture de façon générale, bref, la vie finalement des Londoniens de ce début du 19e. En un mot, si vous aimez l'Angleterre et le 19e siècle, je pense clairement que vous risquez de vous régaler. Ce travail de recherche de la part de l'auteur est donc clairement à saluer, même si par moments j'ai vraiment eu le sentiment que quelque part l'auteur en faisait trop, qu'elle allait trop dans les détails de façon peut-être à prouver entre guillemets qu'elle avait une connaissance pointue de son sujet, mais du coup en tant que lecteur j'ai eu le sentiment que tout ce flot finalement de détails dont on m'abreuvait, eh bien ça crée certaines longueurs dans ce roman qui n'étaient pas toujours très agréables. D'ailleurs, j'ai été plutôt surprise de voir que finalement ce livre a été publié dans une maison d'édition jeunesse et qu'il est du coup vendu dans les rayons jeunesse parce que c'est vraiment une lecture que j'ai trouvée extrêmement dense avec un certain niveau de vocabulaire et même presque un style d'écriture que j'ai trouvé assez ancien, voire un peu lourd et je pense vraiment pas forcément très attrayant pour un jeune public. Personnellement, je le recommanderais vraiment pour un public plutôt jeune adulte au minimum, mais pas avant.
J'ai trouvé que dans l'ensemble, les personnages étaient plutôt bien écrits et plutôt réalistes, même s'il y en a tout de même pas mal et que l'on peut avoir tendance parfois à se perdre un peu et à les confondre. Alors après, j'ai été un petit peu surprise parce qu'on m'avait quand même vendu le personnage de Lady Hélène comme un personnage ultra fort et féministe, et je dois reconnaître que pour l'instant ça ne transpire pas vraiment du récit, mais je suis curieuse de voir comment elle va évoluer dans les tomes suivants. J'espère juste ne pas tomber dans un message féministe ultra cliché. Malheureusement, pour l'instant, à la lecture de ce premier tome, j'ai l'impression que c'est quand même le type de message qui semble poindre à l'horizon. Mais bon, n'ayant pas encore terminé tous les tomes de cette trilogie, je n'émettrai pas du coup un jugement définitif pour le moment. Autre élément qui pointe le bout de son nez, le triangle amoureux. Voilà, là encore, j'espère juste qu'il ne prendra pas trop d'ampleur dans le récit et surtout que là encore, on ne tombera pas dans le cliché. Sinon, ça risque de vite me saouler. En bref, c'est donc un premier tome que j'ai mis beaucoup de temps à lire parce que je l'ai trouvé très introductif. Comme vous l'aurez compris, j'ai même failli l'abandonner. Mais heureusement, eh bien, j'ai envie de dire, les 100 dernières pages ont complètement renversé la vapeur et m'ont laissé à penser que j'ai peut-être bien fait de persévérer. En tout cas, c'est une fin qui, vous l'aurez compris, m'a vraiment donné envie de découvrir la suite de cette saga. C'est donc un avis vraiment très mitigé sur ce premier tome parce que, eh bien, même si dans l'ensemble j'ai trouvé la grosse partie de ce roman assez ennuyeuse, et bien paradoxalement, j'ai refermé ce livre avec le sourire et le cœur battant. Comme quoi, des fois, on est loin quand même du récit linéaire. Finalement, là c'est le cas. Je le recommanderais donc plutôt aux lecteurs qui aiment les romans denses, qui n'ont pas peur des longueurs, et surtout qui aiment quand on a une petite touche de fantastique et surtout une grosse part d'historique. Ah oui, et en termes de pavasse, nous sommes ici avec un beau bébé de 2,5 kg et de approximativement 570 pages. Je passerai ensuite à un tout autre genre puisque j'ai lu Malgré elle de David James Kennedy aux éditions Fleuve Noir. Et en termes de pages, on est exactement sur le même nombre. Alors, au niveau de l'histoire, ça va être assez compliqué là encore de vous faire un résumé sans trop vous en dire. Disons que ce roman commence durant l'année 1989 où on suit un groupe de jeunes lycéens à Paris. Plus particulièrement d'ailleurs, on suit le personnage d'Emma qui est cette jeune fille qui crée, dirons-nous, de l'émoi chez tous les jeunes adolescents. Et on suit également l'un de ses amis, Tom. On sent que tous les deux ils ont une relation un petit peu bizarre mais ils ne sont pas ensemble, Tom. Et quant à lui, le stéréotype du jeune garçon qui est fan de tout ce qui est sport extrême. On va surtout les suivre durant une journée qui se clôture par une soirée où on sait qu'il se passe quelque chose mais on ne sait pas exactement quoi. Et puis bim, saut dans le temps, nous voilà arrivés en 2015 où on retrouve du coup Tom qui un jour va recevoir un appel d'un de ses anciens camarades du lycée qui semble franchement en mauvaise posture puisqu'il semblerait qu'il soit poursuivi par un tueur. Voilà. Alors oui, ce résumé peut vous paraître un petit peu décousu, mais je trouve que là encore la quatrième en dit peut-être un peu trop, alors j'ai essayé d'alléger un petit peu tout ça. Et malheureusement, là encore, c'était un roman qui partait très bien, et puis badaboum. Bon alors tout d'abord dans un premier temps j'étais ravie de lire sur la quatrième de couverture que l'auteur vit en métropole lilloise et en plus de ça clairement le début de ce récit commençait très bien. J'étais emballée par ma lecture, j'étais vachement bien dedans, bref au début tout allait bien. Puisque comme je le disais au début de ce récit on a vraiment une plongée dans cette fin des années 80, dans ce lycée où on va suivre vraiment un petit groupe d'adolescents durant une journée et surtout durant cette soirée où on sait qu'il se passe quelque chose mais on ne sait pas quoi. Et puis dès le retour dans le présent, j'ai très vite compris, en tout cas senti, que même si ce mystère venu du passé allait continuer à m'intriguer, et bien malgré tout j'ai très vite senti que le gros de l'histoire au présent quant à lui n'allait pas franchement m'emballer. Et malheureusement j'avais raison. Alors je vous le dis, le récit bascule très vite dans une course-poursuite à travers différents pays du monde. C'est un roman que j'ai trouvé très cinématographique, très divertissant, qui je pense va clairement ravir
les lecteurs qui sont à la recherche d'une lecture hyper prenante où il se passe 50 000 choses à la seconde. Mais pour ma part, c'était beaucoup trop d'invraisemblance pour moi. Trop de scènes hollywoodiennes auxquelles je ne croyais absolument pas. J'ai trouvé les procédés pour les flashbacks dans le passé assez mal amenés et assez répétitifs. En fait, ce roman m'a tout simplement fait l'effet de lire un scénario d'un film d'action américain. Alors oui, du coup, on peut se dire que grâce à toutes ces actions qui s'enchaînent, on ne s'ennuie pas dans la lecture. Mais pour ma part, justement, j'ai trouvé qu'à cause de ces actions trop redondantes et à cause de toutes ces actions finalement beaucoup trop invraisemblables pour ma part, eh bien mon intérêt pour ce récit n'a fait que décroître au fur et à mesure de ma lecture. Finalement, j'ai été pressée de terminer ce roman parce que j'avais juste envie de connaître le fin mot et de pouvoir terminer cette histoire. Et pour ce qui est de la fin, justement, j'ai trouvé qu'elle amenait une thématique qui était intéressante, mais malheureusement, là encore, beaucoup trop rocambolesque, beaucoup trop d'invraisemblance et surtout une fin que j'ai trouvée très précipitée. Alors oui, l'avantage, c'est qu'on ne voit pas venir le dénouement, mais en même temps, comment deviner quelque chose qui vient de nulle part? Forcément, si le truc ne tient pas debout, un esprit rationnel ne peut pas le deviner. Alors vous me direz, ça peut être un avantage, hein, certes, mais pas pour moi. Pour ce qui est des personnages en soi, ils ne sont pas désagréables, mais je ne me suis attachée à aucun d'entre eux. Probablement justement parce que ces personnages m'ont semblé tellement loin de la réalité que je n'arrivais pas à les imaginer de façon concrète et réaliste, et du coup, ça me paraissait tellement loin des gens lambda que par conséquent, je n'avais aucun attachement pour eux. Le style d'écriture, quant à lui, n'est pas mauvais ni désagréable, mais je dirais qu'il va clairement à l'essentiel. N'y cherchez pas de la profondeur, de la poésie ou une ambiance, parce que ce n'est clairement pas là-dessus que l'auteur s'est focalisé. En un mot, malheureusement, c'est un roman qui n'a pas su me convaincre, tout simplement parce que d'une part, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais en lisant la 4e, et d'autre part, tout simplement parce que ce n'est pas ce que moi, personnellement, j'aime lire. Un thriller donc un peu particulier que je recommanderais vraiment, je dirais, aux férus d'histoires avec beaucoup d'actions qui s'enchaînent, quitte parfois à en faire trop. Un bon moment de divertissement du coup si vous aimez toute cette ambiance de film d'action hollywoodien. Pour ma part, vous l'aurez compris, il n'a pas su me convaincre, c'est comme ça, c'est mes goûts personnels, dommage. Bon, et alors après ces deux lectures plutôt mitigées, on va rentrer dans le bon, voire le très bon. Tout d'abord, je vais vous donner mon avis sur Dossier 64 de Jussi Adler-Olsen aux éditions Le Livre de Poche. Et ne me demandez pas quel est le numéro de ce tome dans la saga du département V. J'ai perdu le fil, j'ai arrêté de compter. Il me semble que c'est peut-être le 5 ou le 6. Bref, on a déjà bien entamé la saga. Alors, au niveau du résumé, là encore, ça va être assez compliqué. Disons que le point de départ de ce roman est, comme d'habitude, la réouverture d'un cold case de la part du département V. Ici, donc, une histoire classée mais non résolue sur la disparition d'une prostituée. Mais finalement, c'est vraiment que le point de départ parce qu'on va aller tellement plus loin que ça. Et en parallèle de ça, on va aussi suivre l'histoire d'une jeune femme qui, dirons-nous, n'a pas une vie facile du tout dans les années 50 au Danemark. Voilà, là encore, c'est un résumé assez fouillis et assez succinct. Mais bon, bref, de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est le département V, c'est Assad, Rose et Karl Mork qui rouvrent un cold case. Finalement, c'est un peu le même principe pour tous les tomes de la saga. Alors, si vous suivez là encore la chaîne, vous devez savoir que je n'ai pas été forcément complètement emballée pour tous les tomes de cette saga, ni d'ailleurs vraiment par la plume de Jussi Adler-Olsen, même si ça va de mieux en mieux à force de le lire. Et je dois dire qu'ici, je pense que l'on est vraiment en présence d'un très bon cru de la part de Jussi Adler-Olsen. Et je pense même pouvoir dire qu'à ce jour, pour le moment, c'est mon roman préféré de l'auteur. Alors bien sûr, au-delà du plaisir de retrouver le département V avec ses personnages maintenant plutôt emblématiques, ainsi que de retrouver la plume fluide et divertissante de Jussi Adler-Olsen, j'ai également beaucoup aimé la thématique choisie par l'auteur. Par contre, je préviens, c'est une thématique plutôt difficile
qui met en lumière des destins de femmes que je dirais broyées par un système ainsi que par la cruauté et la folie de certains humains. J'ai vraiment aimé que Jussi Adler-Olsen incorpore à ce récit un asile de femmes qui a véritablement existé au Danemark, dans lequel on y a perpétré des actes d'une franchement grande cruauté, et d'ailleurs qu'il en profite pour rappeler qu'encore à ce jour, le Danemark ne s'est toujours pas excusé publiquement pour ce qui a été commis dans cet asile, comme si taire le passé permettait tout simplement de le faire disparaître. Bah oui, c'est bien connu. Il est également beaucoup question dans ce roman d'eugénisme, de néonazisme et d'hommes qui se croient clairement tout puissants. Alors ici, c'est un roman dans lequel on a vraiment trois temporalités. D'un côté, les années 50, puis la fin des années 80 et le temps présent. Et j'ai véritablement trouvé que l'auteur avait su parfaitement se répondre ces différentes temporalités entre elles. Le personnage de Karl Mork, bien que toujours extrêmement bourru, se fait, je trouve, de plus en plus attachant. Sa carapace commence petit à petit à se fissurer et croyez-moi, c'est tant mieux. On en apprend également plus sur Rose et sur son passé. Et quant au personnage d'Assad, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il prenait de plus en plus d'importance, et pour ma part, c'est presque le personnage qui finalement devient ce personnage central de cette série. En tout cas pour moi, c'est clairement le personnage le plus intéressant de cette brigade. À noter aussi que dans ce tome-là, on a tout de même une part du roman qui est axée sur la vie privée de Karl Mork, qui est beaucoup plus importante ici que dans les tomes précédents. Et puis alors l'auteur m'a surprise à la fin avec un joli twist que je reconnais, je n'avais pas du tout vu venir. C'est donc un roman qui, j'ai trouvé, se lit extrêmement bien, un petit peu comme une bonne série policière, dynamique et bien montée. N'ayez donc vraiment pas peur des petits pavés qui sont les tomes de cette saga, parce que véritablement, ça se lit extrêmement bien. Seul petit bémol, je tiens à le noter, alors même si dans l'ensemble, j'ai envie de dire, j'apprécie plutôt le ton humoristique qui se dégage de l'ensemble de cette saga. Dans ce tome-là, il y a quand même beaucoup question de la gastro et des petits problèmes digestifs, dirons-nous, de certains personnages. Et pour le coup, j'ai trouvé que ces passages n'étaient franchement pas nécessaires. Enfin, ce n'est que mon humble avis. Malgré ce petit bémol, c'est donc une saga que j'apprécie de plus en plus, qui pour moi ici a clairement son meilleur tome, et c'est donc une saga que bien sûr je continuerai de découvrir. Et nous allons terminer avec un roman d'un monstre de la littérature. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, à mon avis vous aurez deviné de qui je voulais parler. Un roman extrêmement connu mais qui fait peur là encore à beaucoup de lecteurs, et que pour ma part j'ai énormément aimé. Et alors préparez-vous parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ce roman, il s'agit de 22-11-63 de Stephen King, aux éditions ici Le Livre de Poche. Et oui, là on est vraiment sur de la bonne grosse pavasse de plus de 1000 pages. Quant au Jussi Adler-Olsen juste avant, il faisait ses 650 pages. C'est plutôt honorable aussi. Bon alors, 22-11-63, ai-je besoin de vous faire un résumé? De toute façon, vu la couverture, je pense que vous aurez deviné de quoi il est question. Dans ce roman-là, on est bien sûr, comme souvent avec Stephen King, dans un univers fantastique où l'on suit le personnage de Jack Epping, qui est un homme qui, un jour, va découvrir au fin fond du restaurant d'un de ses amis un passage qui lui permet de retourner un jour bien spécifique de l'année 1959. Il va donc du coup y être question de voyage dans le temps, et comme la couverture nous le laisse clairement sous-entendre, il va surtout y être question d'essayer d'empêcher l'assassinat de JFK. Alors oui, comme vous l'avez vu, il y a tout plein de petits signes effectivement que j'ai moult choses à vous dire sur le sujet. Alors je vais essayer de faire au plus vite, mais j'ai vraiment beaucoup trop besoin de vous parler de ce roman, que d'ailleurs j'ai terminé, il me semble, hier soir. J'ai envie de dire, pour commencer, waouh! Alors comme beaucoup, vous l'aurez compris, ce roman me faisait plutôt peur de par sa taille, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de me lancer, parce que
quelle lecture! C'est bien simple, ce roman est tellement riche que je pense sincèrement qu'on pourrait carrément écrire une thèse dessus. Tout d'abord, j'ai trouvé que c'était clairement le roman le plus personnel que King ait pu écrire, en tout cas de ceux que moi j'ai pu lire jusque-là, parce qu'on y a énormément de rappels à sa vie personnelle. Ainsi, bien sûr, on y retrouve par exemple le Maine où le gros de l'action se déroule, comme j'ai envie de dire pratiquement dans tous ses romans. On y retrouve également du coup l'événement de l'assassinat de Kennedy qui, si vous ne le savez peut-être pas, est clairement un événement qui a complètement marqué Stephen King. On y retrouve aussi les alcooliques anonymes auxquels il est allé puisque lui-même a souffert d'alcoolisme pendant de longues années. Il y est aussi question de la vie de prof et d'écrivain. Stephen King ayant été prof et étant lui-même écrivain. Bref, ce roman c'est un joli petit miroir finalement de notre écrivain chouchou. Mais là aussi où je le trouve très personnel, c'est que l'on a de nombreux clins d'œil à ses autres romans. Alors je ne vais pas tous vous les citer, mais on a par exemple ici des rappels que j'ai trouvé plutôt flagrants, tels que la ville de Derry, qui est vraiment une ville importante dans ce roman-ci, et qui est également la ville dans laquelle se déroule l'action du roman Ça. D'ailleurs, notre personnage principal, Jake, écrit lui-même un roman sur la ville de Derry dans laquelle un clown tueur va tuer des enfants. Je pense que l'allusion, pour le coup, est plutôt claire. Notre personnage, qui s'appelle donc Jack et qui va rencontrer à un moment donné un autre personnage qui s'appelle Danny, comme dans Shining. Il est aussi beaucoup question dans ce roman-ci d'une voiture qui est une Plymouth Fury, qui est exactement la même voiture que dans le roman Christine. Notre personnage de Jack va aussi vivre un moment dans une cabane au bord d'un lac qui n'est pas sans rappeler la cabane dans laquelle se déroule le roman Jessie. Une partie de l'histoire se déroule également dans le lycée de la ville de Jodie, qui est le même lieu dont il est question dans le roman Le Fléau. On évoque aussi dans ce roman-là un moment la prison de Shawshank, qui est la prison dans laquelle se déroule l'histoire des évadés que personnellement j'ai lu dans le recueil de nouvelles qui s'intitule Différentes saisons. Bref, vous aurez compris l'idée. Ce roman-ci est vraiment truffé de références à ses romans passés. 22-11-63 est un roman qui tend à faire comprendre au lecteur que le passé et le présent sont faits d'une multitude de connexions et du coup par conséquent j'ai trouvé ça extrêmement intelligent de connecter autant ces différents ouvrages dans ce roman-ci. Ça prenait tout son sens. D'ailleurs, dans ce roman-là, King parle énormément d'harmonie, d'éternel recommencement, de boucle à boucler. Un thème qui finalement s'applique très bien à l'ensemble de ses œuvres. Il est également question dans ce roman-là de mise en abîme à de nombreux niveaux. Et là encore, j'ai trouvé ça très intelligent de sa part. C'est donc une lecture extrêmement riche qui demande un certain niveau d'engagement, je dirais, de la part du lecteur, qui demande également à ce que le lecteur prenne son temps, mais en fin de compte, quel délice ce fut. Un délice tout d'abord grâce à l'ambiance que Stephen King a réussi à créer, parce que pour ma part, je pense vraiment que 22-11-63 est avant tout un roman d'ambiance. On plonge complètement dans cette période des années 60 aux États-Unis et d'ailleurs le fait que Stephen King ait fait vivre son personnage principal plusieurs années durant ces années-là permet vraiment du coup de bien développer son ambiance et je dirais même quelque part de faire revivre cette période à nous lecteurs qui, pour la plupart, n'avons absolument pas connu ces années 60. Stephen King a d'ailleurs truffé, là encore, ce roman de références non seulement à la culture américaine de l'époque, mais aussi et surtout à la littérature qui, je suppose, du coup, est une littérature qui a dû le marquer et ou l'influencer. Il y est du coup question, par exemple, du roman Frankenstein, de L'Attrape-cœur de Salinger, du roman Les souris et des hommes de Steinbeck ou encore des romans de Thomas Hardy. Bref, vous l'aurez compris, pour la plupart des grands classiques. Seul petit bémol peut-être pour la petite française que je suis, c'est tout simplement le fait que cette ambiance américaine était tellement poussée dans les détails
que par moment, à mon avis, j'ai complètement loupé certains messages ou certains clins d'œil parce qu'il y était question finalement d'une culture et de références qui n'était pas la mienne et qui du coup ne me parlait pas. Malgré tout, King a complètement su me faire voyager dans ces années 60 aux États-Unis et croyez-moi, c'était extrêmement dépaysant. Ensuite, le fait que le roman soit si long et prenne autant son temps a permis à l'auteur de créer des personnages que j'ai trouvés complexes et ultra bien développés, auxquels du coup je me suis clairement attachée. Tous les personnages, que ce soit les gentils entre guillemets ou les méchants, étaient tous très humains et tout en nuances de gris. En bref, des personnages écrits sous la plume de King qui se veut plutôt juste et ciselé. Du coup, c'était là encore un vrai délice. Des personnages qui permettent bien sûr d'aborder différentes idées et surtout, j'ai envie de dire, différentes idées politiques. Bah oui, vous l'aurez deviné, avec ce thème de l'assassinat de Kennedy, il va forcément y être question de politique dans ce roman. Et on sent d'ailleurs clairement en le lisant que l'auteur y laisse transparaître son propre avis sur la politique américaine. Et alors, en parlant de personnages, il est justement question de deux personnages centraux qui donnent lieu à une histoire d'amour complètement dingue. Alors oui, vous allez me dire, à la base, Stephen King est plutôt connu pour écrire des romans fantastiques à la limite de l'horreur. Eh bien, pourtant, croyez-moi, ce roman-ci est pratiquement un roman d'amour et surtout de surcroît, et je pense le roman d'amour le plus beau que j'ai pu lire jusqu'ici. Et comme quoi, on peut vraiment être surprise parce que je m'attendais absolument pas à lire une sorte de romance entre guillemets en commençant ce roman-là. C'était beau, c'était juste et c'était du coup vraiment surprenant venant de cet auteur. Je ne saurais donc pas classer cette histoire, ce roman, qui est finalement entre un contemporain, un thriller, un roman fantastique et un roman d'amour. Un sacré mélange dont, en fin de compte, je me suis délectée. J'ai mis beaucoup de temps à lire ce livre-ci, alors pas parce que je n'aimais pas l'histoire, pas du tout, juste parce que je le dégustais, je voulais vraiment le faire durer. Alors oui, certains lecteurs vont peut-être y trouver des longueurs, mais pour ma part, je pense vraiment que c'est un roman qui doit prendre son temps et pour lequel le lecteur lui-même doit prendre le temps, doit véritablement faire l'effort de prendre son temps parce que, croyez-moi, à l'arrivée, le résultat est là. Un très bon roman donc à la King et d'ailleurs un roman qui je trouve a une très bonne fin. Alors en règle générale, Stephen King est plutôt critiqué pour ses fins, on le sait, c'est pas vraiment le spécialiste de la fin, mais j'ai vraiment trouvé que dans Vendôme 63, on avait une fin à la fois belle, inattendue et qui bouclait la boucle à la perfection. C'est donc un Stephen King que j'ai trouvé surprenant, qui est vraiment différent de ses autres romans, mais qui, personnellement, je pense, vaut vraiment la peine d'être lu. Il fait donc désormais partie de mes Stephen King préférés et surtout, il m'a clairement donné l'envie de me replonger très vite dans d'autres romans de cet auteur. Vous l'aurez donc compris, pour ma part, Vendôme 63 fut une très belle réussite. Je suis très fière d'avoir sorti cette grosse pavasse de ma palle et croyez-moi, voilà, vraiment n'ayez pas peur de sa taille qui... Oui, on est d'accord, au premier abord, peut en effrayer plus d'un. Sachez juste, avant de le commencer, que je vous recommanderais vraiment d'essayer de ne pas le bouffer. Voilà, c'est vraiment un roman pour lequel il faut savoir prendre son temps et se dire « Ok, je vais passer 2 semaines dessus, mais c'est pas grave, parce que c'est bon. » Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Et comme j'avais déjà posé la question sur Instagram, je vous la repose également ici. Ça me donne l'occasion de savoir, et vous, quel est votre King préféré? Parce que je vais bientôt me lancer dans une autre lecture de Stephen King. Et même si j'ai quelques pistes, j'avoue que je n'ai pas encore arrêté mon choix. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Alors, je n'ai pas fait le compte de toutes ces pages lues dans ce point lecture un petit peu spécial. Mais je pense qu'on n'est pas loin des 3000 pages, donc c'était du costaud, mais une fois de plus, j'ai envie de dire, si en cette période de confinement, on ne sort pas nos petits pavés,
Je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Vous l'aurez donc vu, un nombre de pages conséquent n'est pas forcément gage de qualité, mais parfois ça permet tout de même d'instaurer un véritable univers, une histoire complexe et riche. Et dans ces cas-là, c'est tellement agréable de savoir que l'on a devant nous des centaines et des centaines de pages pour continuer à vivre dans cet univers. En tout cas, c'est mon point de vue. J'espère donc que ce point lecture vous aura été utile parce que, eh bien, justement, en général, avant de se lancer dans un roman qui fait plus de 600 pages, on espère plutôt qu'il sera réussi. Du coup, personnellement, pour ces romans-ci, j'aime bien avoir des avis, parce que si j'entends partout que ce roman est naze, je me dis que je vais peut-être pas perdre mon temps à lire autant de pages qui, en fin de compte, risquent fort de ne pas me plaire. Donc si vous voulez plus de précisions sur les romans que je vous ai présentés aujourd'hui ou discuter sur toute autre chose, comme d'habitude, les commentaires sont ouverts. Je vous avoue que dernièrement, entre mon compte Instagram, la page Facebook du Club des Noctambules, les commentaires sur YouTube, bref, un petit peu tous les réseaux sociaux, ça commence à devenir vraiment très chronophage, donc je suis désolée, parfois je mets beaucoup de temps à répondre à vos messages, mais tout simplement parce que en fait j'ai une vie et un travail à côté et que je fais ça quand je peux. Donc voilà, sachez juste que si vous m'avez envoyé un message et que au bout de 2-3 semaines je ne vous ai toujours pas répondu, no panique, c'est juste que je suis complètement débordée. Vous connaissez le refrain habituel, si vous voulez aider la chaîne, on met des pouces levés et pourquoi pas on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. De mon côté, comme d'habitude, bien sûr, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. J'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous et je vous envoie tout plein de bisous à distance. Bye!